Bonjour Frédéric. Bonjour Lilou. Un bonheur de pouvoir te retrouver. Merci beaucoup d'accepter de faire cette interview. On en a fait plusieurs, surtout autour du travail, de l'entreprise, de comment les sociétés sont en train de se réorganiser. Alors là, je trouvais ça particulièrement intéressant de te réinterviewer sur le sujet vu les circonstances, tout ce qui s'est passé. Ça nous bouscule, ça bouscule les entreprises, l'économie. On sort tout juste du confinement là en France. Toi-même, tu es aux États-Unis, donc ça continue là-bas. Donc j'apprécie beaucoup tes éclairages et puis tes conseils que tu vas nous donner ici par rapport au monde de l'entreprise, puisque tu as travaillé toi-même pendant de nombreuses années pour un cabinet de consulting, et puis tu as été toi-même indépendant, consultant. Ça t'a permis à travers de nombreuses années de pouvoir écrire Reinventing Organization, qui t'a mis plus de 3 ans, je crois, où tu décris ces nouveaux modèles d'entreprise, ce changement de paradigme qui est possible pour l'entreprise. Et en ce moment, Frédéric, ça me paraissait encore plus intéressant de réaborder ce sujet parce que on est en plein dans un énorme changement. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans notre futur pour les entreprises futures. Est-ce qu'il va y avoir une grosse crise économique mondiale? Il y a plein de points d'interrogation. Et donc, de trouver cette plénitude au sein de ce chaos me paraît particulièrement intéressant en ce moment et ne plus dépendre comme ça de l'extérieur autant. Alors, c'est un peu paradoxal pour une entreprise de dire ça, mais quel est ton constat de la situation actuelle? Écoute, j'ai pas de boule de cristal et tout le monde se demande si ça va reprendre et si on va pouvoir rattraper un petit peu le retard perdu. Alors j'entends par exemple en France que la consommation a repris très vite et que les chefs d'entreprise qui ont eu très peur se rassurent et font alors, ce que je trouve très paradoxal là-dedans, c'est que je pense que pour la plupart, on est un peu ambivalent, tu vois. Il y a évidemment une part de nous qui a envie que ça reprenne parce qu'il y a énormément d'emplois qui en dépendent, parce que c'est notre sécurité. Puis il y a une part de nous qui se dit, mais mon Dieu, est-ce qu'on vraiment veut revenir comme avant dans la surconsommation? Parce qu'on sait qu'on est juste en train d'annoncer une crise encore bien plus importante qui arrive avec l'environnement et le climat. Et donc, je me retrouve comme beaucoup de personnes face à ces deux tentations contradictoires. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'il y a une faille qui s'est constituée et qu'il y a aussi des actionnaires, aussi des dirigeants qui se retrouvent tiraillés entre ces deux choses-là. Donc, bien entendu, alors ils ne sont peut-être pas encore des centaines, mais quelques dirigeants qui eux-mêmes sont un peu choqués de la rapidité de la reprise, tu vois, qui presque se diraient, mais il y a une part de moi qui se rend compte qu'on ne devrait pas revenir comme avant, quoi. Ouais. Oui, alors cette crise sanitaire a mis quand même en avant certains dysfonctionnements dont on va parler dans l'entreprise et qui sont intéressants à remarquer pour ensuite provoquer le changement. Et comme tu dis, beaucoup d'entrepreneurs se posent des questions, mais avant d'entamer ça, on se demande, on se dit, bon là l'été va arriver, et comment ça va se passer pour l'entreprise à moyen terme et à long terme? Tu vois, il y a des questions, on se dit à un moment, il y a quelque chose qui va être compliqué là, économiquement. Oui, alors là, c'est des questions macroéconomiques qui me dépassent, mais il est très clair que si tu regardes la crise de 2008 à 2009, en fait, elle a pris du temps pour vraiment rentrer dans les structures, et c'est en partie en 2009-2010 que tout a commencé à sombrer, quoi. Et donc, il y a des bonnes raisons de croire qu'il y a toutes sortes de dettes d'entreprises qui étaient déjà très à mal et que les banques vont tout d'un coup se retrouver à nouveau face à un déficit avec des pouvoirs publics qui ont peut-être des moyens limités pour intervenir. Donc, je ne suis pas du tout sûr qu'on soit sorti de l'auberge, même si à court terme, l'économie a repris. Ouais. Donc, je pense que c'est dans un an qu'on risque de voir les vraies répercussions. Ouais. Donc, en attendant, on est d'accord que ce qu'on peut faire, nous, c'est comme dans l'évolution, comme pour un être humain, au niveau de l'entreprise, c'est pareil, c'est nous être capables de naviguer dans ce chaos quelque part, être centré et changer nos façons d'opérer et de voir le monde même. Oui, je trouve que l'analogie est très, très juste par rapport à l'entreprise, par rapport à nous en tant que personne. Je crois que la tentation est la même en temps de crise. Tu as deux directions, quoi. Tu peux retourner en arrière dans ce qui était connu et te recroqueviller sur des recettes qui ont fonctionné dans le passé, même si elles ne fonctionnent plus aujourd'hui, mais au moins ça nous donne une forme de sécurité, donc on régresse.
Et il va y avoir cette tentation chez beaucoup d'entreprises. Ah, c'est la crise, donc maintenant, on va prendre quelques décisions à la tête qu'on va imposer à tout le monde. Et puis, il y a l'autre possibilité qui est celle de faire une percée. Celle d'aller sur des territoires dans lesquels on n'a jamais été, de nous propulser en avant. Et on voit ça aussi. Et tu sais, en général, si tu t'étudies les crises, tout comme les grands changements technologiques, on se rend compte qu'on a tendance à surestimer les effets à court terme. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah ben c'est la fin des bureaux bon, ça ne va pas être la fin des bureaux, tu vois. Et en même temps, on sous-estime les changements à plus long terme. On sous-estime à quel point, tu vois, le tapis a bougé sous nos pieds. Et il est certain pour moi que la crise actuelle ce sera peut-être pas visible dans 6 mois, mais ce sera visible dans 2, 3, 5 ans, va accélérer des grandes tendances qui étaient déjà en jeu, que je décris dans mon livre. Tu aurais voulu dessiner une crise pour faire avancer ces tendances, tu n'aurais pas fait mieux que celle-ci, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Et donc voilà, si tu veux, on peut commencer Oui, parce que quels sont ces dysfonctionnements, quelles sont ces choses finalement qui, selon toi, ne peuvent plus durer dans une entreprise, ne peuvent plus perdurer. Enfin, c'est vraiment, ça y est, il est temps de lâcher ce système-là, cette façon de penser-là. Ben, il y a une première chose qui est que, fondamentalement, dans nos entreprises, on continue un modèle hérité de l'école, qui est un modèle hiérarchique qui nous enferme tous dans des relations parents-enfants un peu dysfonctionnelles. Ou si je suis un employé, ou si je suis un manager, mais que j'ai au-dessus de moi une ou un manager, ben je me retrouve dans une relation d'enfant-parent, en fait, sans pouvoir, à devoir faire de la politique, à devoir manipuler, à devoir essayer de trouver comment est-ce que je vais influencer cette personne qui a du pouvoir sur moi. Et c'est un modèle qui est en fait qui est à bout de souffle et qui était déjà à bout de souffle. Et avec beaucoup d'entreprises là ces dernières années qui ont commencé à expérimenter avec des formes d'autogouvernance, avec des formes de gouvernance entre pairs, avec des équipes autogérées. Et cette crise-ci, c'est certain, va accélérer la donne, tu vois. Et si je suis manager, mais que toute mon équipe est à distance, travaille de toute façon à la maison, que j'ai aucun moyen de savoir combien d'heures ils travaillent, que je suis obligé de faire confiance, qu'ils font du bon boulot, ou qu'en tout cas je vais devoir les gérer sur les résultats qu'ils obtiennent et plus sur le temps qu'ils y mettent ou les efforts qu'ils y mettent, ben, je suis obligé de changer mon style de management. Je suis obligé de travailler par la confiance. Donc déjà ça change la donne dans nos rapports. Mais je pense que ça ne va pas prendre très très longtemps pour la plupart des entreprises de se demander, mais en fait, ce manager-là, ce Fred qu'on paye, qu'est-ce qu'il fait encore, en fait? Que les gens, a priori, ils travaillent très bien entre eux, tu vois. Est-ce qu'on a encore besoin d'un manager à plein temps qui est sur le dos des gens, alors qu'ils sont de toute façon chez eux? Et donc, la bascule vers se dire, ben, en fait, on va mettre en place des systèmes où ces équipes se gèrent entre elles, n'est plus très loin, surtout qu'on sait aujourd'hui comment ça fonctionne, tu vois. Il y a quelques années, quand j'ai publié ce livre, c'était encore quoi? On peut fonctionner en autogouvernance, on peut fonctionner avec des équipes sans chef, mais comment ça fonctionne? Mais aujourd'hui, on a beaucoup de recul là-dessus. On sait comment ça fonctionne. On sait qu'à chaque fois qu'on le met en place et qu'on le met bien en place, ça fonctionne bien mieux qu'une équipe traditionnelle hiérarchique. D'ailleurs, les entreprises qui ont l'air d'avoir pu, entre guillemets, bénéficier ou trouver d'autres idées ont été celles qui ont rassemblé les idées de tout le monde. Et tout le monde a contribué à trouver de nouvelles solutions. Et là, il y a eu quelque chose qui a émergé pour certaines entreprises d'absolument gigantesque et beau. Évidemment, tu vois, si tu as 10 000 personnes qui pensent dans une entreprise de 10 000 personnes plutôt que d'en avoir 50, il n'y a pas photo pourquoi ça fonctionne mieux, quoi. Donc je pense qu'on est là face à un accélérateur qui va remettre en cause ce vieux modèle hiérarchique. Ouais. Qui fait qu'il y en a quelques-uns qui pensent et la plupart qui ont arrêté de penser. Ouais. C'est le nombre de personnes en entreprise qui, quand ils sont fait embaucher, ont vu plein de possibilités, plein de choses à améliorer, puis qui, à un moment donné, au bout de la 3e fois, qui sont pris des bâtons dans les roues parce que le management n'approuvait pas l'idée. À un moment donné, on laissait tomber et disent, bon, écoute, je vais faire ce pour quoi on me paye, et puis basta. Donc je pense que voilà, ça c'est déjà une première
une Ce qui première tendance de permet fond. d'autant plus de s'adapter et d'évoluer, parce que là, vraiment, le maître mot, apparemment, pour les entreprises en ce moment, c'est s'adapter. Donc, Ouais. ce que tu expliques là, et avec d'autres principes aussi, c'est que c'est une version évolutive de l'entreprise. Ouais. Parce on a traversé différentes phases, et j'adore la façon dont tu l'as imagé dans cette nouvelle version, avec ces dessins, voilà, pour bien nous expliquer que cette version opale de l'entreprise permet de travailler de manière beaucoup plus fluide, où chacun trouve des réponses aussi en lui et gagne en autonomie, mais aussi en collectif, enfin de manière individuelle et collective. Ouais, donc un des changements que je mets en exergue, c'est qu'on passe d'un vieux monde, en anglais on dit predict and control, tu vois, le but du management, du top management, c'est de faire sens de toute la complexité du monde et de prédire exactement ce qu'il faut faire, et on va faire des plans précis à 1 an, 3 ans, 5 ans. Et puis le reste de l'organisation, ben, il faut surtout s'assurer qu'elle suive, quoi. Et donc on va contrôler qu'on met bien en place ces plans auxquels on a réfléchi. Et ce qu'on voyait déjà avant la crise, c'est que le monde devient tellement complexe que imaginer que quelques têtes malines à la tête de l'entreprise puissent tout planifier et puis que les autres ne fassent qu'exécuter est évidemment illusoire. Tu vois, le monde est bien trop complexe, change dans tous les sens. Et alors évidemment, une crise comme celle-ci, demande... Donc à partir du moment effectivement où tu as 10 000 personnes qui peuvent s'adapter plutôt que 50, ben, il y a évidemment une puissance de mise en jeu qui est toute différente. Et donc c'est là qu'on voit la différence entre les entreprises qui avaient déjà créé des espaces de confiance, qui avaient déjà permis à des personnes d'avoir des degrés d'autonomie, de dire eh ben tiens, personne ne me l'a demandé, mais c'est évident que c'est ça que je vais proposer, c'est ça que je vais faire. Et puis sans qu'on me l'ait demandé, je vais prendre mon téléphone ou mon Zoom et je vais organiser moi-même une réunion avec les 5 personnes et on va imaginer un truc. Et le management n'a même pas eu le temps de réfléchir à la chose qu'on a déjà mise en place, face à d'autres entreprises où tout le monde est là en train de dire bon, ben, tant qu'on m'a rien dit, moi j'attends, et puis j'attends les ordres qui finalement ne viennent pas, ou alors quelqu'un a pondu quelque chose qui en fait n'a aucun sens dans la réalité que je vis, mais je vais essayer de l'appliquer, et puis ils se rendront bien compte que c'était stupide. Mais ce que tu dis là, on est d'accord que ça bouscule les égos, parce qu'il y a quand même des égos en haut. Bah, partout d'ailleurs, mais là ça gêne que les idées viennent du bas ou d'ailleurs. Ben oui, c'est là que il y a des gens qui se rétractent et disent surtout qu'il n'y a que moi qui compte dans cette crise, ou d'autres qui apprennent à lâcher prise. Tu vois, je trouvais l'exemple très très instructif dans les hôpitaux. Je ne sais pas si c'était le cas en France, mais ici aux États-Unis où je vis désormais, énormément d'hôpitaux manquaient de matériel protectif, manquaient de masques, et quasiment tous les hôpitaux ont décidé ont décidé à la tête de ce qu'on allait faire. Et donc, ils ont imposé qui allait avoir quel masque, de quelle façon. Ça a généré un tollé. Mais au moins, moi, en tant que leader, je me sens tout puissant, puisque, face à cette crise, j'ai pris des décisions. Ça aurait été tellement plus simple, en tant que leader, de dire, écoutez, on est face à cette crise où on a trop peu de masques, et on ne va pas en avoir dans les 3 semaines qui viennent. Je propose de créer un petit groupe qui va avoir 24 heures pour proposer quelle est l'utilisation optimale de ces masques, qui veut en faire partie, et d'avoir des infirmières, des médecins qui réfléchissent et puis qui disent en fait on va donner les masques aux médecins les plus âgés, on va le donner à ceux qui sont plus exposés au risque, puis ils auraient pondu quelque chose qui aurait fait sens, peut-être pas pour tout le monde, mais au moins on aurait dit ben, c'est des médecins comme moi qui ont fait cette proposition, donc je vais la suivre, et ça aurait marché infiniment mieux. Et la seule différence, c'est cette capacité de remettre en question son ego et de dire en fait c'est une décision fondamentale, mais j'ai pas besoin de me la prendre moi. Je peux toujours jouer mon rôle de dirigeant, qui est d'orchestrer la décision. C'est moi qui propose, tiens, qui veut faire partie d'un groupe? Je propose un groupe de 15 personnes qui a 24 heures. Donc je reste maître de la décision, mais en fait je ne fais plus qu'orchestrer une prise de décision qui est décentralisée dans l'organisation. Mais alors on se pose la question dans le coup, quel est le rôle vraiment des dirigeants et des managers pour le coup? Oui, c'est que, tu sais, on a toujours besoin d'autant de leadership. Il peut simplement être un leadership d'adulte plutôt qu'un leadership de parent. Tu vois, donc dans l'exemple que je te donne, ben, en tant que dirigeant, en tant que patron de l'hôpital, ben, voir ce problème de masque, l'identifier et puis trouver quelle est la bonne résolution, ça reste de mon domaine. C'est pas quelque chose que je vais abdiquer,
Mais par contre, pourquoi est-ce que moi je prendrais la décision avec toutes les informations incomplètes que j'ai depuis le haut, juste pour faire mousser mon ego? Ça n'a pas de sens. Mais je peux orchestrer la prise de décision et puis d'autres charges. Ouais. Ce genre de communication, ça demande aussi une réorganisation de l'espace. Tu penses que l'espace va là aussi dans les entreprises changer? Alors là maintenant on parle de plus en plus de télétravail en plus, mais juste au sein de l'entreprise, tu parles de salles pour se recueillir, faire un temps de silence, tu parles de différents espaces. Est-ce que tu pourrais nous créer un peu ce que tu vois là, ce que tu as vu à travers tes différentes interviews de ces 12 entreprises et plus depuis? Oui, c'est intéressant. Moi, ce que je trouve le plus frappant quand tu vas dans la plupart des entreprises, c'est la stérilité des lieux. Tu vois, il y a personne qui décorerait sa maison comme on décore nos entreprises. Ouais. Tu vois, ça n'a juste aucun sens. Ouais. Et je pense que ça participe, comme le fait qu'on s'habille très souvent autrement, qu'on met un costume ou une chemise, à une sorte de dépersonnalisation des lieux. Tu sais, ah oui, donc là, manifestement, je suis dans un autre lieu dans lequel d'autres règles comptent, dans lequel je ne vais plus être tout à fait moi-même, Ouais. Puisque c'est ce lieu stérilisé avec des néons, avec des bureaux tous pareils en plastique. Enfin voilà. Et donc je pense qu'une des révolutions qu'on va voir, qui a déjà été un peu amorcée, mais de façon un peu corporate dans les WeWork et dans ces espaces de coworking, Oui. où on a déjà cherché à donner un peu plus d'âme, tu vois. Oui. Mais où on va arriver dans des endroits où on va trouver des meubles comme on les aurait à la maison, on va trouver tu sais, de la seconde main, où on va créer d'autres espaces dans lesquels en fait c'est ok, je suis chez moi, tu vois, je ne suis pas dans un lieu où j'ai donné 8 heures de mon temps pour être rémunéré, mais qu'est-ce que je suis content d'en ressortir. Ouais. Il y a déjà ce côté-là fondamental qui va se jouer. Et puis effectivement, je pense qu'on aura beaucoup plus de... par exemple, la plupart des entreprises n'ont pas de lieu dans lequel tout le monde peut se rassembler. Puisqu'il n'en a pas besoin, puisque l'information circule en cascade par hiérarchie, niveau par niveau. Et ce que tu vois de plus en plus d'entreprises, c'est non, en fait, on cherche des lieux où on peut rapidement tous se retrouver pour que la parole circule, pour que les choses puissent se dire de façon immédiate. Il y a des entreprises dans lesquelles on réinstalle des cuisines, des vraies cuisines avec des fours, tu vois, pas juste le micro-ondes. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait autour du fait d'être ensemble et de cuisiner ensemble et de se partager la nourriture. Ouais. Tu vois, si de façon ancestrale, le repas a toujours été un lieu de rassemblement, de communauté, de vrais échanges, mais comment est-ce qu'on a pu construire des entreprises dans lesquelles on a au scalpel enlevé cet aspect communautaire-là? On a effectivement, ça se voit déjà dans certaines entreprises, mais des lieux de silence, des lieux de méditation. On voit aussi des entreprises qui sont très délibérées dans la façon dont elles amènent la nature dans l'entreprise, ou implantent l'entreprise dans la nature. Il y a une entreprise aux États-Unis très intéressante, pourtant cotée publiquement sur le Nasdaq, qui fait des composants hydrauliques, donc voilà, une entreprise très ingénieure. Où on fonctionne par autogestion, donc il n'y a pas de titre de fonction. Et pour rigoler, ils ont longtemps dit le seul titre de fonction, c'est une dame qui était la plant manager. Alors le jeu de mots, c'est que plant manager, ça veut dire le chef d'usine, mais ça veut aussi dire la chef des plantes. Et dans leur cas, c'était la chef des plantes parce que l'usine est remplie de plantes qui plantent du plafond. Mais ça fait autre chose de rentrer dans une usine, si tu veux, où tout est vert, quoi. Il y a beaucoup d'études qui montrent que dans les hôpitaux, les gens qui ont des chambres avec une fenêtre qui donne sur du verre guérissent plus vite que des gens qui ont une fenêtre qui donne sur un mur aveugle. Donc voilà, donc il y a effectivement toutes sortes de choses où on avait des présupposés sur, non, l'entreprise c'est comme ça, et les espaces physiques sont comme ça, et qu'on peut lentement remettre en question. Des espaces modulables aussi, sans doute. Là aussi, tout ce qui peut créer une fluidité dans la pensée et dans l'échange, finalement. Oui, et puis on va voir maintenant avec le télétravail, tu vois, qu'est-ce que ça va changer, parce qu'effectivement, je crois que le télétravail va se généraliser. Je pense qu'on aura toujours besoin de lieux pour se retrouver, mais du coup, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je suis très fasciné par ce que je vois et j'entends sur le fait de télétravailler, tu sais, de se voir sur Zoom. Il y a par exemple quelque chose qui, je crois, se joue pour beaucoup de personnes où tout d'un coup,
l'absurdité des masques qu'on se met à porter en entreprise devient visible. Tu sais, je suis chez moi, je suis dans mon environnement, et puis tout d'un coup, ah oui, je vais avoir un Zoom. Ah oui, alors attends, je vais m'habiller autrement. Tu vois, mais peut-être que je suis nu en fait en dessous de la ceinture, hein, ou peut-être que je suis en caleçon en dessous de la ceinture, mais ici, je vais faire semblant, tu vois. Et ici, peut-être qu'il y a, comme on dirait en Belgique, plein de broles, qu'il y a plein de désordres, mais dans ce cadre-ci, je vais avoir... Ça ressemble plus à rien, tu vois. Quand on partait en entreprise et qu'on mettait ce masque, etc., ben, ça allait avec cet autre lieu, tu vois, ça faisait partie. Mais là, tout d'un coup, dans mon intérieur, je vais avoir ce petit cadre où je fais semblant. On commence à se rendre compte de l'absurdité du système, tu vois. On a envie, en fait, de se dire, mais même dans ce cadre-là, en fait, j'ai envie d'être comme ça. Et si je me rase pas un jour, c'est OK. Et si voilà. C'est marrant, donc, justement, par rapport au coronavirus, de parler de ces masques, et c'est ce que tu encourages dans le livre, que tout le monde pourrait enlever ces masques et d'être vulnérables eux-mêmes. Il y a de la place pour tout, finalement. On n'a pas besoin d'être, d'une certaine façon, au travail et différent à la maison. Et donc, je suis curieux, tu vois, quand les gens vont retourner au travail, est-ce qu'ils vont emmener une partie de de ce côté plus naturel, plus relax, de dire, en fait, c'était quand même un peu une absurdité de me transformer, d'essayer de me montrer sous un autre jour. Et donc, est-ce que ça va changer? Je pense une autre chose qui sera très intéressante d'étudier, c'est le sens qu'on demande de notre travail. Donc, il y a quand même énormément de métiers, de fonctions qu'on a dans les entreprises qui, en anglais, on parle souvent de bullshit jobs. Des jobs qui, en fait, fondamentalement, n'ont pas beaucoup de sens, mais qui, certainement dans des plus grosses structures, font partie de cette machinerie un peu absurde où je suis le manager de la cross-functional team et je passe mon temps à faire des Excel, à aller chercher des infos pour les mettre dans des rapports que personne ne lit vraiment. Tu sais, voilà, il y a énormément de métiers comme ça qui font plus beaucoup de sens. Et pareil, tu vois, si tu passes 8 heures par jour, tu vas quelque part, ça a l'air d'être important, puis tu rentres chez toi, passe encore, mais j'entends qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont chez eux, et puis tout d'un coup, tu sais, ils ont leur partenaire, leur mari ou leur femme ou leur colocataire qui en fait surentendent les appels Zoom, et un peu l'absurdité de ces appels dans lesquels il ne se passe pas grand-chose, tu vois, où ah ouais, en fait, c'est ça tout d'un coup, et soi-même, on est un peu gêné, on a envie de mettre les trucs sur écouteur pour que quelqu'un d'autre n'entende pas, en fait, la nullité de ces appels, ou en raccrochant dit à l'autre, c'est encore une de ces réunions. Et donc, dans son chez-soi, ça devient plus difficile encore de se dire, mais en fait, est-ce que vraiment ça a du sens que je dédie 8 heures par jour pour ça? Et donc, je pense qu'il y a une vraie question de sens qui se pose plus fort aujourd'hui, encore qu'elle ne se posait avant la crise. Donc c'est le bon moment finalement pour les entreprises de poser de nouvelles bases. Là, on est d'accord, de lire ton livre et de progressivement... C'est ton livre. et de progressivement se dire, ok, tel et tel aspect... et de soi-même se dire, allez, je vais le mettre en place, qu'est-ce qui résonne le plus, et petit à petit y aller. C'est le bon moment là pour le faire, on est d'accord, même il est grand temps. Ouais, je pense qu'effectivement, même pour plein de dirigeants, c'est clair qu'il y a une faille, qu'il y a une ouverture, qu'il y a une possibilité, que c'est plus facile de faire les choses autrement, tu sais. La plupart des dirigeants sont comme nous, tu vois, sont des personnes qui ont besoin du regard extérieur et qui ont peur du regard extérieur, et donc être parmi les premiers qui sortent du rang, qui osent faire les choses de façon très différente, c'est difficile, tu vois. Et puis si jamais ça marchait pas, je serais exposé. Donc, et là, cette crise nous donne une faille, nous donne une permission, tu vois, permet à pas mal de dirigeants de dire, oui, en fait, oui, osons faire les choses autrement. Et donc je pense que, comme je disais, si on avait voulu inventer une crise pour accélérer les choses, on n'aurait pas pu mieux l'inventer. Alors, ça commence par là où on veut, ou il y a vraiment une méthode? Non, ça commence parfaitement par là où on veut, par là ce qui fait le plus sens dans l'entreprise. Moi, une question qui me paraît souvent intéressante, c'est de se demander, tiens, aujourd'hui dans l'entreprise, c'est où que les énergies sont bloquées? Tu vois, c'est quoi qui fait que les énergies ne sortent pas, on a des employés qui, si on les mettait dans les bonnes conditions, se donneraient à plein tube, tu vois, fonctionneraient sur tous les cylindres.
Et dans la plupart des entreprises, c'est loin d'être le cas. Et c'est quoi qui bloque ça? Et se dire, tiens, c'est quel est le premier verrou qu'on fait sauter? Et dans différentes entreprises, c'est différentes choses. Il y a des entreprises où où ils ont un système de budget tellement asphyxiant, cascadant, où chaque chose est prévue à l'avance, etc. Mais peut-être que c'est ce système de budget-là qu'il faut faire sauter et remplacer par un budget minimal qui tout d'un coup donne des espaces de liberté. Pour d'autres entreprises, c'est la peur, la peur des évaluations annuelles, tu sais, où tout le monde est tétanisé par ce genre de truc. Peut-être que c'est ça qu'il faut, tu vois, c'est ça qu'il faut faire sauter. Dans certaines entreprises, c'est une structure en particulier, tu vois, qui prend toutes les décisions, qui centralise toutes les décisions. Eh bien, c'est ça qu'on va faire sauter. Donc c'est une des belles questions qu'on peut se poser. C'est tiens, si je prends mon entreprise, où est-ce que les énergies stagnent, où est-ce qu'elles sont bloquées, et quel verrou est-ce que je pourrais faire sauter? Et quelles sont les valeurs ou je veux dire que l'entreprise ou chaque individu, vers quoi on va, tu vois, ce changement de conscience, ce changement de paradigme. On parlait tout à l'heure d'autonomie, de prise de décision collective, je veux dire, quels sont vraiment qu'on porte la vie en nous. Enfin là, il y a quand même un sacré changement de façon de raisonner et d'être, même nous-mêmes. Ça commence par nous, on est d'accord? Ouais. Ouais, je crois que tu l'as très bien dit, quoi. Ce qui est fascinant, c'est quand tu vois les dirigeants de beaucoup de ces entreprises qui vraiment ont été loin dans l'adoption de ces nouveaux schémas et de ces nouveaux modes de pensée, c'est à quel point ils utilisent la métaphore du vivant. À quel point la métaphore qu'ils utilisent, c'est que l'entreprise est un organisme vivant ou est un écosystème et et donc c'est la vie. Donc et quand tu regardes le vivant, le but du vivant, c'est l'épanouissement, c'est plus de vie. Et c'est très très différent de la métaphore dominante aujourd'hui. Alors il y a un certain nombre de métaphores qu'on utilise dans les entreprises. Il y a des entreprises qui utilisent beaucoup la métaphore, tu sais, comme de l'armée. Mais la métaphore dominante dans la plupart des entreprises aujourd'hui, c'est qu'une entreprise, c'est comme une machine. Tu vois, on utilise un langage d'ingénieur à propos des entreprises. Et finalement, l'idée, c'est que quelque part, tous les employés sont comme des petits rouages qu'on doit parfaitement mettre dans une organisation qu'on aurait parfaitement dessinée. Hein. On dessine une organisation, on a des inputs, des outputs qu'on mesure, on mesure les efficiences, les bras de levier, les machins, etc. Donc voilà, on utilise tout un langage d'ingénieur. Et ce qui est fascinant, c'est que dans une machine, il n'y a pas de vie, quoi. Voilà, la seule vie, c'est l'essence qu'on met dedans, qui correspond aux investissements. Et donc, en fait, l'argent donne plus de vie que les humains qui sont dedans, quoi. Et donc, c'est fascinant de voir les entreprises qui basculent vers un mode... Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur, exactement. Et pour beaucoup, c'est un refuge, tu vois. À partir du moment où il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cœur, j'agis comme un robot, tu vois. Et le nombre de dirigeants qui sont là-dedans et qui, du coup, ça déteint sur les autres personnes. Et donc, oui, pour un peu tout le monde, il y a une première phase de réapprentissage en fait, je sors de ce personnage, de ce robot, j'enlève ce masque, je suis vu dans ma plénitude, dans qui je suis. Alors, est-ce que ça va me rendre vulnérable, tu vois? Est-ce que du coup, je vais être attaquable parce que je sors peut-être du rang, du lot? Et puis, il y a quelque chose où tout d'un coup, ben, en fait, c'est extraordinaire, en fait, je peux être moi-même. Et ce qu'on voit, c'est que quand on cache une partie de qui nous sommes, tu sais, derrière ce masque, il y a aussi toute une partie de notre créativité, toute une partie de notre énergie de vie, toute une partie de notre passion qui est cachée. Et c'est assez fascinant de voir que dans beaucoup de ces entreprises qui ont adopté des nouveaux schémas, une des difficultés, c'est d'empêcher les personnes de travailler trop. Parce qu'à partir du moment où en fait on est dans une entreprise qui travaille sur quelque chose qui a du sens, que j'ai l'impression que je peux être moi-même et que j'ai de l'autonomie pour faire bouger, pour faire avancer les choses, ben, la plupart d'entre nous, ben, c'est un peu comme toutes sortes d'indépendants, tu vois, ou de freelance qui s'éclatent dans ce qu'ils font, ben, ils doivent plutôt se réfréner, tu vois. Donc là, tu veux dire, ça fleurit, ça grandit, cet organisme vivant peut prendre son plein potentiel. Parce que finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que les entreprises ne le connaissent pas. Ça a été artificiel, cette croissance d'entreprise, pour la plupart. Tout à fait. Alors, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est de réfléchir à encore 2 pas plus loin, parce que
Parce que si l'entreprise est du vivant, il faut se poser la question de quel est le vivant qui vit de façon naturelle et quel est le vivant qu'on a fait grandir à coups d'engrais artificiels, mais qui, s'il se retrouvait dans la nature, en fait, n'aurait pas de sens. Il y a tout des pans de notre économie qui sont des pans qui sont devenus artificiels et qui répondent à des besoins artificiels. Et donc je pense qu'un des grands changements, un des gros basculements qui ne fait que s'amorcer, c'est un réalignement complet de notre économie sur des besoins réels. Un jour, j'ai réfléchi à cette question en me disant, mais tiens, est-ce que telle entreprise, est-ce qu'elle a vraiment une raison d'être? Je ne te parle pas de la raison d'être, tu sais, du beau slogan qu'on a inventé pour faire beau, mais est-ce que vraiment elle apporte quelque chose à cet épanouissement du monde? Ouais. Et j'y réfléchis sous forme de 3 questions qui me lâchent plus depuis, tu vois. Et donc c'est un test que toute entreprise peut s'appliquer à soi-même, tu vois. La première question, c'est qu'est-ce qui se passerait avec mes ventes si la publicité et le marketing n'étaient plus permis? Tu vois, je suis Coca-Cola et j'ai besoin de dépenser des milliards d'euros chaque année pour créer un besoin qui autrement n'existerait pas. Ah ouais. Et qu'est-ce que ça dit sur le besoin vrai, réel qui existe pour mon produit, tu vois? Si je suis obligé chaque année de pomper des milliards pour créer un besoin qui sinon n'existerait pas, est-ce que le monde a vraiment besoin de mon produit? Ouais, c'est pertinent. Ouais. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passerait avec mes ventes si tous mes clients devaient voir une petite vidéo de 5 minutes sur comment mon produit ou mon service est fait avant de le consommer. Et où? Ouais. Et où et comment. Dans quelles conditions? Ouais. Je suis Coca-Cola, en fait c'est des cannes de sucre. Quand je vois comment les fermiers sont exploités dans cette canne de sucre, quand je vois comment il y a des gens qui n'ont plus d'eau parce qu'on a été pompé, enfin voilà. Et la troisième question, c'est qu'est-ce qui se passerait avec mes ventes si mon prix de vente reflétait l'ensemble des coûts que je fais porter à la société. Donc si ma bouteille de Coca-Cola représentait l'ensemble des coûts de santé, de l'obésité des enfants, des morts prématurées, de toutes les bouteilles de plastique que je suis obligé d'aller pêcher au milieu des océans, ou au fond des forêts, si je devais payer le plastique, ce qui coûte vraiment, c'est-à-dire, en fait, le plastique, c'est quelque chose de miraculeux, quoi. C'est du pétrole dont on va bientôt plus en avoir, qu'on sort de terre. Donc si je payais ça au vrai prix, tu vois, si je payais au vrai prix l'eau que ça coûte, si tout le monde avait un salaire digne, et donc tout d'un coup, tu prends Coca-Cola, alors j'ai aucune idée, j'invente les chiffres, mais si je fais plus de marketing, il y a probablement 70% de mes ventes qui s'écroulent. Si les gens en plus devaient voir le film, il y aurait encore la moitié qui n'achèterait pas. Et puis si la bouteille de Coca-Cola tout d'un coup coûtait 7 euros, parce qu'en fait je fais porter tous les coûts à la société que je ne porte pas moi, mais en fait, quelle est la raison d'exister de Coca-Cola, tu vois? Et donc, autant on parle de bullshit jobs qui sont en train de disparaître, qui vont disparaître, autant je pense qu'il y a vraiment des bullshit companies, en fait, des sociétés qui fonctionnaient dans un ancien paradigme économique, tu vois, à coup d'engrais, c'est-à-dire à coup de marketing, à coup d'essayer de nous cacher des choses qui étaient pas très admirables. Et tout d'un coup, je pense qu'on va avoir un réalignement où il y avoir toutes sortes de choses qui vont disparaître. Alors, je te vois faire une grimace. Ah oui, parce qu'on se demande, mais alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces emplois? Qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, on va voir toutes sortes d'autres choses fleurir qui nous rendent en fait infiniment plus heureux et qui servent infiniment plus la vie. Et je pense que ça, là, on en est encore qu'au début de l'amorce. Et dans le coup, la question se pose aussi, bien sûr, en tant que consommateur, parce que quand on entend ça, il y a forcément dans le coup des produits aussi qu'on va pas acheter, ou des entreprises qu'on n'a pas envie de soutenir. Donc là, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix, et en même temps, je trouve qu'il ne faut pas s'autoflageller. Il faut bien se rendre compte du système dans lequel on est quelque part embrigadé, où on voit des publicités à longueur de journée qui sont façonnées avec une compréhension très 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 profonde des ressorts psychologiques et qui nous font croire à tout moment qu'en fait on n'est pas tout à fait heureux, on n'est pas parfait comme on est, il y a quand même un problème avec nous, mais que quand on va acheter ce produit-là, on va enfin être heureux, avec des mécanismes qui sont hyper étudiés, et donc ne faire reposer tout que sur le choix des consommateurs qui devraient être héroïques, qui devraient être des saints, qui sont capables de discerner ces choses-là, me paraît pas tout à fait juste. Et donc je pense que
on va devoir arriver à quelques demandes fortes auxquelles on va se rallier. Et j'ai bon espoir qu'on ne soit pas loin d'un point de bascule. Tu sais, les points de bascule, on ne les voit pas arriver. Là, aux États-Unis, vraiment, on vit quelque chose d'extraordinaire autour du mouvement de Black Lives Matter après la mort de George Floyd. Ces trucs-là, on les a vus. Malheureusement, des meurtres aux mains des policiers, on en a vu des dizaines qui ont été filmés. Mais là, tout d'un coup, quelque chose était prêt et ce truc-là est en train de basculer, quoi. Et je pense que la même chose est en train de se préparer au niveau du sens qu'on donne dans nos organisations, où je crois qu'on a pris de l'avance. Il y a énormément de personnes, d'employés, de managers dans les entreprises qui sont en fait mal à l'aise avec ce que fait leur propre entreprise. Bah puis là, ça s'est accentué avec le temps qu'on a eu et le confinement. Là, on n'a plus envie des mêmes choses. Ouais, mais on est encore tous dans le placard. Oui. Tu vois, rares sont ceux qui osent dans l'entreprise aujourd'hui dire, en fait, je me pose des vraies questions, là, nos produits là, qui sont avec du plastique qui est utilisé une fois puis qui se fait jeter, avec notre supply chain qui vient d'où je ne sais, avec ce marketing malsain qui pousse à une surconsommation. En fait, je suis pas OK avec ça. Mais ça, aujourd'hui, on n'est pas encore nombreux à oser le dire en entreprise. Tu vois, on est encore tous un peu dans un placard à se regarder et à penser qu'on est peut-être les seuls à le penser. Et je pense qu'on n'est pas loin d'un moment où, à l'intérieur de l'entreprise, la parole va se libérer par rapport à ça. Et je pense que tout d'un coup, on va avoir un basculement où les entreprises vont être pris de court parce que leurs propres employés, leurs propres managers vont dire, écoutez, on veut faire les choses autrement. Alors qu'il y a des entreprises qui sont en avance et qui font des choses extraordinaires. Une entreprise qui est vraiment étonnante dans le domaine, c'est Decathlon. Decathlon est une entreprise qui historiquement a une culture relativement jeune et participative, mais ces dernières années, ils ont vraiment accéléré le mouvement. Et pour moi, c'est un cas d'école vraiment intéressant à étudier parce que dans leur logique participative, la direction a dit, écoutez, notre stratégie, on ne va plus l'écrire à quelques-uns. On va impliquer, à l'époque, ils étaient 80 000, là ils sont 95 000, on va impliquer les 80 000 personnes dans l'écriture de cette stratégie. Un truc de fou. Il y a finalement 20 000 personnes qui ont participé de façon active. Et donc, en levant comme ça le couvercle, en fait, les demandes environnementales et climatiques sont sorties parce qu'elles étaient là, elles étaient dans le placard. Mais elles ont pu se dire parce qu'il y avait l'espace et que la peur a été enlevée. Et tout d'un coup, la direction a pris acte de quelque chose qu'elle-même n'avait pas impulsé, mais qui était là en fait. Et c'est devenu un de leurs énormes piliers. Et ils sont en train de faire une bascule très très rapide. Alors c'est une entreprise gigantesque. Et malgré ça, ils vont à toute vitesse parce qu'il y a tellement de gens à l'intérieur qui ont envie de le porter. Donc là, on voit un exemple d'une entreprise qui a eu l'audace et le courage d'ouvrir et puis d'écouter et puis de dire si c'est ça qui est important, c'est évidemment ça qu'on va faire. Il y a d'autres entreprises où ça risque de se faire plus dans la confrontation, où tu vas y avoir des gens qui vont dire on n'est plus d'accord de participer à ça. Mais je pense qu'on n'est pas loin de cette bascule où tout d'un coup la parole va se libérer autour du sens et autour des questions climatiques et environnementales. C'est tous ces parents qui travaillent en entreprise, qui voient leurs enfants se promener pendant Fridays for the Future et qui eux-mêmes sont dans ces questionnements-là et puis qui viennent dans l'entreprise et qui doivent chaque fois se taire parce qu'ils se disent oula, c'est dangereux de parler de ça, la parole va se libérer. Il n'y a pas doute pour moi qu'on est proche d'un point de bascule. Ouais. C'est un sujet qui te tient de plus en plus à cœur, tu travailles dessus? Ouais, je travaille sur un nouveau projet qui est justement lié à ça, sur comment est-ce qu'on peut libérer la parole autour de cette urgence-là qui est devant nous, mais où on est tous dans une forme de désarroi parce qu'on se dit, et si j'ose vraiment regarder ce qui est en train de se passer, ça risque de trop m'affecter, je ne sais pas ce que je pourrais en faire, puis de toute façon, je suis trop petit, je n'ai pas de pouvoir, qu'est-ce que ça changerait, donc en fait, je préfère ne pas trop regarder, puisque de toute façon, je ne pourrais pas faire grand-chose. Toi-même, tu as fait des gros changements dans ta vie, donc tu es belge, tu as déménagé aux États-Unis, dans un village, éco-village, enfin il y a eu beaucoup de changements, tu as décidé tu n'es pas quelqu'un, tu as quelqu'un qui a plein d'invitations, mais qui ne dit pas forcément oui, ta femme, tes enfants sont au cœur de ta vie. Tu fais des choix, pas sur le long terme, mais sur plutôt le court terme, pour être là, vivre des choses qui te parlent vraiment. Tu as 10 000 idées qui t'arrivent en même temps, et pourtant tu choisis vraiment celles qui ont du sens, qui sont là, et donc c'est quand même une démarche personnelle, mais qui
va certainement être de plus en plus courante auprès de plein de personnes. Ouais, je pense qu'il y a effectivement une vraie soif euh, vers des questions de sens, vers de l'essentiel. Et évidemment, la crise actuelle a montré, voilà, c'est quoi l'essentiel? C'est évidemment la famille, c'est les amis. Je crois que la maison est redevenue un lieu de sécurité pour énormément de personnes. Euh, et effectivement, moi j'ai la chance d'avoir pu faire ces choix et de vivre dans un éco-village avec des vrais liens de communauté avec les voisins, avec une empreinte un peu moins forte sur la planète. Mais c'est intéressant parce que, alors que ça fait quelques années qu'on vit ici, qu'on fait toutes les choses qu'on peut faire quand on a cette chance-là, tu sais, on roule en véhicule électrique, on recycle, on fait du compost, on achète quasiment que la seconde main, on vit dans une maison quasiment passive, là, beaucoup de les légumes viennent juste ici à côté, etc. Mais chaque fois, il y a encore une étape plus loin, tu vois. Et l'été passé, pour nous, a été l'étape d'oser vraiment regarder qu'est-ce qui est en train de se préparer au niveau climatique et environnemental. Et de se dire, en fait, on s'était rendu compte que toutes ces choses-là, on les savait ici, mais qu'on ne s'était jamais vraiment laissé complètement impacter, tu vois, et qu'il y avait encore une part de nous qui mettait ces choses-là à distance parce que émotionnellement, ça nous paraissait trop fort. Et là, l'été passé, Hélène et moi, on a décidé de dire, OK, vraiment là, on va oser regarder. On va oser et on va accepter la plongée émotionnelle, on va accepter la tristesse, le deuil qui parce qu'il y a quelque chose de collectif qu'on porte aussi dans le coup et qui est dur à traverser, à se laisser traverser par tout ça. Et d'être responsable, même si nous on fait notre part, il y a une... Oui, exactement. On est sur une planète, on est un. Tu le répètes dans ton livre, nous sommes un finalement, nous sommes tous reliés. Oui, malgré notre message hyper individualiste qui nous dit que non, que nous sommes tous séparés et que nous devons tous être uniques maîtres à bord et ne dépendre de personne. Quand est-ce que ce projet sur le climat va aboutir? Quand est-ce qu'on pourra en parler, Frédéric? Oh, ça va certainement encore durer un an et demi parce que ça va notamment prendre la forme de films documentaires et donc voilà, tout ça va être une belle et longue aventure, mais je me réjouis d'en parler lorsque le moment sera prêt. Ouais, avec plaisir. Un petit mot de la fin, d'encouragement, de ce que tu souhaites dire qu'on n'a peut-être pas dit pour tous les entrepreneurs ou les employés ou quel que soit ce qu'on vient au travail, de quelque chose qui va nous porter. Je crois que le monde est beaucoup plus près que ce qu'on croit. Je pense que les bases ont été posées. Il y a une analogie qui me vient régulièrement. Quand j'étais encore en entreprise, dans un gros cabinet de conseil il y a 15 ans, j'avais appris à méditer. Et donc j'essayais de méditer tous les jours. Et c'était quelque chose dont je n'osais évidemment pas parler autour de moi, tu vois. Donc à un moment donné, je m'éloignais de la salle où je travaillais avec mes collègues et je me trouvais un lieu reculé, un placard à balai dans le noir et je m'asseyais pendant un quart d'heure, tu vois, et comme si de rien n'était. Et puis à un moment donné, j'ai osé vaguement parler, puis je me suis rendu compte, mais elle aussi, elle médite, mais lui aussi, il fait du développement personnel, mais elle aussi, tu vois. Et là, on a eu 15 ans de nombre de personnes qui font une forme de méditation, ou qui font du yoga, ou qui dans leur vie privée ont un potager, ou font quelque chose, tu vois. Mais on est encore tous relativement dans le placard au sein de l'entreprise. Et en fait, je crois qu'il y a tout un terrain de fond qui est là, en fait. Tu as tout un terrain qui est fertile. Et en fait, si on ose ouvrir un petit peu la parole, que ce soit comme dirigeant, en osant faire autrement, en disant, tiens, en fait, on va faire une stratégie en grand groupe. Tiens, en tant que dirigeant, plutôt que moi de faire la décision, je vais demander à 20 médecins infirmières de eux déterminer qui va porter les masques. Ou que ce soit en tant qu'employé, en tant que manager, en disant, sans faire des grandes vagues, je vais faire les choses différemment. Et en fait, je crois que le terreau est vachement plus près que ce qu'on ne croit. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour ton livre aussi, qui a été revisité. Je le trouve vraiment génial et hyper attrayant comme ça, avec cette édition revisitée avec les dessins, vraiment super, beau travail. Ton graphiste, il est merveilleux. Hein. Étienne, ouais, c'était une joie de travailler ensemble. Voilà, il est génial et ça a été une de ces collaborations, tu sais, où on se surprenait chacun l'un l'autre. Ces dessins revenaient, c'était juste, voilà, c'était quelque chose qui dépassait ce que je pouvais imaginer parce que je suis pas dessinateur et donc. Ouais. Et c'est ce qu'on souhaite pour toutes les entreprises, de pouvoir travailler comme ça.
Ouais, ouais, tout à fait. Merci beaucoup Frédéric, on t'embrasse très très fort. Merci de partager aussi si vous avez regardé cette vidéo et vous l'avez appréciée. Merci de la partager parce que c'est au travers d'idées comme ça qu'on diffuse que bien sûr les choses bougent et changent. Ça nous fait faire des déclics là et on va passer à l'action. Merci Frédéric, gros bisous, à bientôt.